Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Il est l'un de nos grands penseurs français, sociologue, directeur de recherche au CNRS. En 1981, il dialoguait avec le philosophe Raymond Aron. En 1987, c'était avec le cardinal Lustiger. En 1994, avec le président de la Commission européenne, Jacques Delors. Et il aura fallu attendre aujourd'hui pour le retrouver avec un personnage tout à fait exceptionnel, puisque c'est un livre de dialogue et d'entretien avec le pape qu'il nous livre. J'ai le grand plaisir de recevoir pour la première fois dans VIP Dominique Volton. Dominique, bonjour. Bonjour. Dites donc, c'est le coup médiatique de la rentrée, ce livre-là. Pape François, rencontre avec Dominique Volton, politique et société à l'Observatoire. Bravo. Oui, coup, j'aime pas trop ça, parce qu'on a l'impression que je vous j'aime pas taquine. trop ça. Oui, d'accord. Parce que c'est relativement... Oui, ça devient un coup par définition, mais la question centrale, c'est le pari d'une rencontre possible intellectuelle avec le pape, de l'accord qu'il ait donné, et ensuite de ça, de la rencontre humaine. Donc il y a plusieurs conditions. Le coup, si je puis dire, c'est ce qui vient très loin en aval, et puis ça correspond pas très bien, en gros, à... Oui, le coup, c'est notre société, on parle comme ça, on fait des coups. Et ce qui est intéressant dans ce mot qui est bien utilisé, c'est qu'en définitive, aspect positif de la pipolisation, on rabote tout, aspect négatif de la pipolisation, on rabote tout. Donc autrement dit, tout est un coup, y compris un livre qui a quand même demandé 2 ans et demi, l'accord du pape, beaucoup de rentretiens. Voilà. C'est la vie. Une démarche très intéressante qu'on trouvait déjà dans vos 3 premiers entretiens que je citais, Raymond Aron, le cardinal Lustiger, Jacques Delors, celle du spectateur engagé. Démarche que vous avez toujours gardée finalement avec beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'éveil. Moi, la question que je me suis posée, mais qu'est-ce que vous avez fichu depuis 1994 pour trouver personne à interviewer avant d'arriver au pape François aujourd'hui? Personne ne vous intéressait? C'est une bonne question. Alors d'abord, un livre d'entretien me prend quasiment plus de temps que mes propres livres de recherche. Donc, ce n'est pas économique en termes de temps. Deuxièmement, là, j'ai dû publier peut-être une bonne dizaine de livres entre les deux sur mes propres recherches. Mais ça ne vous a pas manqué un livre d'entretien avec un grand personnage qui vous nourrisse et qui nous nourrit? Non, attends, on m'a proposé beaucoup de personnalités. Et en fait, moi, je ne peux faire un livre comme ça que s'il y a une empathie réelle, à la fois intellectuelle, esthétique, personnelle, humaine, etc. Et finalement, quand vous regardez et que vous avez une certaine expérience, parce que les 3 personnalités auparavant que j'avais fait étaient quand même des personnalités fortes. Donc, par conséquent, on m'avait demandé si j'ai eu 1 ou 2 projets qui ont échoué. Il y en a un que je voulais bien, qui aurait dû marcher avec Jacques Delors, avec Jacques Chirac, parce que ça m'intéressait. Le mystère de cet homme m'intéresse. Et cette popularité extrême, et puis en fait, les entourages sont ce qu'ils sont. C'est paradoxalement plus facile de faire un livre avec le pape que... En fait, d'ailleurs, le pape est plus simple que les chefs d'État. Mais d'ailleurs, vous ne cessez de dire dans ce livre que vous étiez en toute liberté, en toute simplicité. Ce sont des mots qui... Mais vous savez, c'est fondamental, parce que les politiques, ils sont tous parano. Et les chefs d'État, on a vraiment l'impression que c'est un roi. Surtout en France, on est quand même ridiculement caricatural avec les chefs d'État. Et pourtant, je sais si j'en ai connu. Là, le pape est plus libre. Jacques Chirac et l'autre karaté, c'était quoi qui vous aurait... Alors, on ne dit pas, d'accord, mais gardez vos petits secrets. Mais c'est une personnalité qui n'était pas du tout dans le monde de la politique, mais qui était symbolique. Si je voulais faire symbolique de l'histoire contemporaine. Avant Jacques Chirac, j'aurais souhaité faire avec Simone Veil, qui est une personne... Et puis les conditions historiques sont... Mais voilà. Mais par contre, j'ai 1 ou 2 autres projets qui n'étaient pas du tout dans de la politique, mais je n'ai pas dit que ça ne repartira pas. Alors, juste pour préciser aux téléspectateurs, vous n'êtes pas croyant. Vous définissez comme agnostique. Agnostique, qu'on sache d'où vous partez. Et vous dites d'ailleurs dans l'introduction du livre que vous n'avez pas forcément les mêmes références que le pape, que les vôtres sont plus anthropologiques. Mais en fait, vous ne citez pas vos références. Non, attendez. Moi, mon cadre de pensée, c'est laïque, scientifique, catholique de culture et de connaissance. Sauf qu'avec Lustiger, j'avais quand même été obligé de faire un petit tour vers l'Ancien Testament aussi. Et quand même très intéressé par la catholicité, c'est par l'universalité de l'Église catholique, quoi. Mais les questions de mon rapport personnel à la foi, je trouve que ça relève de la vie privée. J'ai dit à la fin qu'on ne sort pas indemne d'un livre comme celui-ci. Vous parlez même de bouleversement. C'est normal, mais je ne les mesure pas forcément. Mais je pense que lui aussi a eu des bouleversements dans cet échange. Parce que par définition, j'échappe. Je ne suis pas italien, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas religieux, j'ai une liberté d'esprit qui est réelle. Donc c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et du coup, je pense que ça a dû lui faire... Et j'ai eu quand même des échanges vifs de temps en temps, hors livre, et j'ai l'intention d'en avoir d'autres avec lui pour l'avenir, parce que je sais ce que je peux lui apporter. Il y a des choses que je ne peux pas apporter. Mais quand même, 40 ans de recherche, si vous voulez, sur les rapports entre communication, culture, politique, société, mondialisation, ça vous donne une espèce de... Et quand vous êtes un bon chercheur, c'est-à-dire que vous êtes quand même décalé par rapport à la doxa, j'apporte quelque chose quand on veut bien entendre. Le problème du chercheur, c'est pas qu'il a des idées originales. Le problème du chercheur, la plupart du temps, c'est qu'on n'entend pas. Et d'ailleurs, quand on entend très bien un chercheur, il faut se méfier parce que ça veut dire qu'il n'est pas décalé.
Je voudrais quand même rassurer les gens, parce que ça peut faire un peu Oui, peur, ce mot de chercheur. Le livre est très simple à lire. C'est sur le mode de la conversation. Vous avez choisi ce dialogue, et c'est un vrai choix, parce qu'à un moment, il y a des petites phrases presque, entre guillemets, qui ne servent à rien, mais qui nous font vivre le dialogue avec vous, où il y en a un des deux qui va dire « Oui, vous avez raison ». Et on est complètement avec vous dans cette pièce très simple, cette simplicité dans laquelle vous l'avez retrouvée. Je vous remercie, parce que, d'abord, je suis obsédé par la simplicité dans les écrits, parce que quand j'étais gosse, je ne comprenais pas les livres, donc je pensais que j'étais bête. Donc depuis que j'écris, j'essaie d'être le plus simple possible, et il n'y a rien de plus compliqué que d'être simple. Et deux, avec lui, il y a quand même une stratégie intellectuelle dans la construction de ce livre. Il avait accepté le plan du livre. Le plan du livre, c'est exactement ce que je lui ai proposé il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai que j'ai voulu garder ce qui est un vrai choix intellectuel de méthode, en fait. D'ailleurs, je vais écrire un peu qu'est-ce que c'est qu'un chercheur face à un pape, quels sont les problèmes de méthode et d'épistémologie, parce que ça ne s'est jamais fait. Il n'y a jamais eu un exercice comme celui-ci, si vous voulez. Donc c'est assez unique, et j'ai envie d'en tirer les conséquences d'un point de vue analytique et théorique. Mais le livre est extrêmement facile à lire. C'est une conversation, absolument. Alors, vous ouvrez en disant attention, on s'est retrouvé sur beaucoup de points, à votre grande surprise d'ailleurs. Oui. Ça n'empêche pas, comme dans toute conversation, comme tout dialogue, ce que vous appelez l'incommunication inévitable, oui, mais dans une liberté absolue. Oui, mais parce que moi, ce qui m'intéresse dans la communication, mon domaine de recherche, j'aurais fait une théorie de la communication dans ma vie. C'est-à-dire que je privilégiais les hommes et la politique par rapport aux techniques et par rapport à l'économie. Donc ça, c'est clair comme choix théorique. Ma théorie de la communication n'est pas majoritaire. Mais j'ai retrouvé un accord parfait avec le pape, qui a les mêmes valeurs que moi sur la communication. Donc c'est important. Et surtout, l'importance de l'échange. Si vous voulez, dans ce livre, il y a trois niveaux. Il y a ce que dit le pape, il y a ce que je discute avec lui, et puis il y a le récepteur. C'est-à-dire qui est complètement anonyme, qui va être dans le monde entier, puisque ça va être traduit. Et moi, ça m'intéresse, cette stratégie de communication, de comprendre les décalages entre un émetteur, quelqu'un qui dialogue, et le récepteur qui est plus loin. Alors, avant qu'on rentre, Dominique Volton, dans certains thèmes du livre, j'avais encore quelques questions j'allais dire d'introduction. Qu'est-ce que vous attendiez au départ ? Est-ce que vous attendiez peut-être une révélation personnelle ? Est-ce que ça répond à une recherche de sens ? Est-ce que vous attendiez aussi quelque part, parce qu'on a l'impression d'assister à ça en lisant le livre, une validation aussi de ce sur quoi vous cherchez en tant que chercheur? Vous arrivez à vous remettre il y a 2 ans et demi, 3 ans? Oui, à peu près. Alors, non, le hasard fait que, finalement, il valide complètement ma théorie de la communication. C'est un hasard formidable, mais c'est pas là-dessus que je suis parti. Je suis parti, franchement, sur 3 choses. Quand je dis que je travaille sur la communication, ça veut dire que ce qui me fascine, c'est l'incommunication. C'est-à-dire qu'on passe tous 90% de notre temps à essayer de se comprendre, on ne se comprend pas. Ouais, sauf que là, vous êtes très bien compris. Donc, oui, la communication, elle a été minime. Dans la communication au sens large, chacun essaie de communiquer, de comprendre, de partager avec autrui. Les 3 quarts du temps, c'est des échecs. C'est pour ça que notre vie est une répétition à l'infini d'une tentative de communication. Et c'est pour ça que les tuyaux ont tellement d'importance pour nous, parce que comme on ne communique pas facilement, on suppose que par Internet, on y arrivera mieux. Évidemment, on n'y arrive pas mieux. Donc l'expérience de l'Église, c'est la force de la communication humaine. Alors, ce qui m'intéressait dans François, c'était, l'extériorité par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que c'est un jésuite, c'est un latino-américain et c'est un pape, le premier de la mondialisation. Et comme moi je travaille sur la mondialisation, la diversité culturelle, le rôle essentiel des identités, ce qui m'intéressait, c'est le rapport entre la mondialisation et la diversité culturelle, qui représente quand même l'enjeu politique du XXIe siècle, l'ouverture, le fait que lui, il est un pape catholique dans l'universalité, et qu'en même temps, il avait cette identité à la fois argentine et italienne. Et deuxième chose qui m'intéressait au plus haut point, c'est comment cet homme a été capable, il suffit de regarder les images de ce qui s'est passé à Bogota, capable de parler avec une simplicité extrême et de se faire comprendre avec un langage extrêmement clair, populaire, jamais populiste et politique. Et là, franchement, pour un chercheur sur la communication, si vous voulez, c'est quand même une expérience. Donc je voulais comprendre comment il fonctionnait, qui il était. Alors ça, c'était avant. Bien sûr. Et après maintenant, voilà. Maintenant, vous le décririez comment, l'homme que vous avez rencontré? Et je vais compliquer la question. Vous décririez comment le Dominique Volton au sortir de l'expérience? Il n'y avait pas de quête métaphysique de ma part ou spirituelle. Pas du tout. On est transformé par les rencontres, bien Dominique. Sûr, comme par toutes les rencontres que vous faites quand vous les faites sérieusement et longuement. Mais je n'avais pas du tout de questions personnelles et spirituelles. Et donc j'arrivais vraiment avec un cadre de recherche d'un chercheur. Et à la sortie, alors ça donne quoi? Mais à la sortie, c'est la même chose que pour Raymond Aron ou Jean-Marie Lustier. Ouais. On ne sait pas ce qui nous change. Si vous voulez, par définition, elle colle à la peau, cette expérience. Vous imaginez bien quand même 14 fois, 12 fois, plus d'1 heure et demie à chaque fois, dans ce lieu invraisemblable, une petite pièce derrière le Vatican. Enfin, je ne sais pas ce que ça change, on verra plus tard. Ce qui est sûr, c'est que ça a conforté chez moi, alors quand même, l'intelligence de l'Église. Commençons par l'homme. L'intelligence de l'homme, sa foi, son extrême liberté.
Vous avez parlé de l'humour tout à l'heure, il est tout le temps en train de faire de l'humour, et comme je dis, l'humour, c'est un court-circuit d'intelligence, et on s'est retrouvé complètement là-dedans. Son non-conformisme, sa volonté, cette espèce d'être au pied des évangiles constamment, ça, je pense qu'il retrouve la grande tradition de la force révolutionnaire au sens ontologique du terme, de ce que sont les évangiles, quand on sait les lire et les entendre, une vision, une angoisse sur la paix et la guerre du monde. Là, on s'est retrouvé là-dessus aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais retrouvé déjà avec Raymond Aron là-dessus. L'histoire est tragique, il le sait. Tout le monde ne le sait pas. Beaucoup d'hommes politiques font semblant de ne pas le voir, mais lui, il le sait. Cette question invraisemblable de l'Église comme institution, avec tous les défauts du monde, toutes les trahisons, etc., et en même temps, ce fait que l'Église, évidemment catholique, dépasse une histoire institutionnelle et sociopolitique, puisque cette institution qui aurait dû disparaître depuis des siècles rebondit à chaque fois. Donc ça m'a aussi surpris. Et la foi, la joie, la volonté, l'intelligence, le goût du contact, un amour de la communication, la colère contre les conformismes, la détestation de l'hypocrisie et des rigidités, l'amour du peuple. Alors un amour authentique du peuple tel qu'on l'entend plus en Europe et tel qu'on l'entend en Amérique latine, c'est-à-dire le peuple dans toute la diversité. Si l'enrichissement nous a tous séparés les uns des autres, tandis qu'en Amérique latine, une méfiance à l'égard des puissances d'argent, une détestation des industries de l'armement, une volonté d'acier pour les migrants, pour qu'on leur fasse un... D'ailleurs, ça commence sur les migrants. Voilà, et ça commence... Sur les chapeaux de roue, les migrants. Exactement, et ça finit aussi là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas... La politique vient après la spiritualité. C'est la spiritualité qui est première. Mais ce qui est intéressant dans ce livre qui est très lisible, c'est de voir comment s'articule en permanence spiritualité, politique, ontologie. Alors pour finir sur le pape François, page 19, pour ceux qui ont déjà le livre à la maison, vous dites une hypothèse le concernant. Socialement, il est un peu franciscain, intellectuellement un peu dominicain, politiquement un peu jésuite, en tout cas très humain. Il faudrait probablement beaucoup d'autres choses pour comprendre sa personnalité. Et moi, je crois que là où j'ai touché du doigt la personnalité du pape en vous lisant, c'est quand il dit, c'est plutôt vers la fin, il dit « Moi, mes 3 mots préférés, c'est la joie, la tendresse et la proximité. » Et plusieurs fois, vous parlez de la joie, et j'ai décidé, à cause de ces 3 mots-là, de vous interviewer d'une manière un petit peu spéciale, Dominique Volton. C'est que je vais vous donner comme ça des mots que j'ai extraits, qui sont des mots des fois auxquels on ne s'attend pas. Mais ces 3 mots sont très beaux, et vous avez parfaitement raison, parce que c'est quelqu'un qui a de la proximité physique. Il touche les gens. Bien sûr, il a la même vision que moi de la communication, c'est communiquer. Il faut toucher les gens. Et d'ailleurs, comme il dit, le premier pont, parce qu'il est obsédé par les ponts, c'est il est obsédé par les ponts, on en reparlera. Oui, mais les ponts contre les murs, ça a l'air idiot, mais c'est universel. Et quand il dit l'étroiteté, le travail, le toit et la terre, ça a l'air idiot, mais si tous les êtres humains avaient ça... Donc il est très physique, et de ce point de vue, il est latin, et il défend par rapport à une vision anglo-saxonne de la communication, le même modèle que moi je défends, c'est communiquer, c'est se parler, c'est se toucher, c'est échanger, c'est faire les preuves physiques. Il dit même que sur les 5 sens, le toucher est le plus important. Il raconte que quand il s'est fait opérer du poumon, très très grave, il avait 21 ans, il a beaucoup souffert. Beaucoup de gens sont venus le voir à l'hôpital pour lui parler, lui il avait juste envie de leur dire rentrez au village, et arrive une vieille religieuse qui le touche, qui l'embrasse. Et là, ça la nourrit. Et c'est pour ça que je touche beaucoup les gens. Et vous, ça a dû vous parler parce que dans votre revue Hermès en mai 2016, vous aviez fait quelque chose sur les 5 sens en disant mais on sous-valorise le toucher, l'odorat, l'ouïe par rapport au reste. C'est fou, on est complètement... Maintenant, c'est l'œil qui prend tout et éventuellement l'oreille pour la musique, mais le toucher et les odeurs, on ne supporte plus les odeurs, ni le toucher. Notre société est folle. Notre société numérique, si vous voulez, on ne touche rien. On a des cadrans qu'on met comme ça. Et après, les gens font évidemment 15 ans de psychothérapie, 60 000 ans de gymnastique. Lui, il a fait 6 mois d'analyse. Même pas analyse, il a vu un psy pendant 6 mois, le pape. Alors que tous les médias vont retenir ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses à retenir dans votre livre. Alors, juste pour la joie, qui est vraiment le mot qui revient beaucoup, à un moment... Vous lui posez une question à brûle-pourpoint et on va jouer à l'arroseur arrosé parce que je vais vous la poser à vous maintenant. Vous lui dites, alors François, ou cher pape, je ne sais pas comment vous vous adressiez à lui d'ailleurs. Ou quand je ne disais rien ou je disais rien parce qu'on était face à face, à une distance plus proche que là où on est tous les deux. D'accord. Oui, et ou Saint-Père quand j'étais obligé de le nommer. D'accord. Vous lui dites, quelle est votre principale joie? Ce à quoi il répond, je suis en paix avec le Seigneur. Et vous, Dominique Volton, votre principale joie? Peut-être, je dis, et ça fait écho du coup à ce que me disait Raymond Aron, c'est très bizarre. En fait, ma principale joie, en dehors de la joie privée liée au fait de ne pas rater trop les relations privées et affectives,
que je mets à côté, ma joie, ce serait comme que ce que j'ai essayé de faire pendant 40 ans de recherche, j'espère, soit entendu, c'est-à-dire que la communication, c'est la paix et la guerre, c'est le grand enjeu du XXIe siècle, et que la joie, ce serait qu'on comprenne qu'en définitive, qu'un chercheur de bonne foi a essayé de mettre l'accent sur cette question. On ne pourra pas cohabiter pacifiquement si on ne fait pas une réflexion critique sur la communication, si on ne sort pas des tuyaux, et si on ne comprend pas que la communication, c'est la condition de la paix, même quand on n'a pas le même Votre joie, elle vision. est très intellectuelle, alors. Ben, elle est intellectuelle, vous savez, un chercheur peut... Oui et non. C'est comme si vous demandiez à un artiste, un musicien. Ouais. Oui, un chercheur, on n'est pas dans... Je ne suis pas dans la bulle, la preuve, c'est que je travaille sur la communication politique tout le temps. Mais c'est vrai que les idées, moi je n'arrête pas d'écrire, je n'arrête pas d'avoir des idées, je n'arrête pas d'avoir des projets de livres. Si vous voulez, au bout d'un moment, une vie, c'est aussi être capable de faire passer quelques messages. Et comme la communication est un des mots les plus détestés dans le monde, alors qu'il est le plus utilisé, je fais un travail de revalorisation théorique et de revalorisation humaine. C'est en ça que la surprise de constater qu'il avait la même vision du monde et de la communication que moi là-dessus était pour moi une grande joie. Et c'est une joie, je l'ai dit là. Je coupe 1 minute par rapport au livre du pape. Le petit garçon, petit Dominique Volton, là, il a 7 ans, il est comment ? Il est joyeux, il est beaucoup dans la communication. Vous étiez comment à 7 ans, Dominique Volton ? Écoutez, là, j'ai perdu mon père très tôt, donc c'est des souvenirs par ma mère. Mais j'arrêtais pas de parler. Ah, déjà ? Oui, j'arrêtais pas de poser des questions. Déjà, J'étais toujours en train de m'intéresser. Ma mère me disait toujours, tu te mettais devant les gens et tu les regardais sous le nez comme ça. Enfin, j'étais pas bien élevé, quoi, en gros. Je rigolais tout le temps. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé parce qu'en définitive, en fait, je veux dire, souvent on dit, mais finalement, tu es un enfant attardé parce qu'on considère que je n'ai pas les critères du comportement d'un adulte, ce dont je me fiche complètement. Et je préfère garder cette espèce d'innocence ou de joie de l'enfance. La réalité m'intéresse, toutes les formes de réalité m'intéressent. J'adore observer, participer, mais je ne regarde pas comme un sociologue ou un anthropologue, pas du tout. Je regarde en participant. Par exemple, une chose que j'adore sont les cafés. Les cafés, les restaurants, c'est formidable. On se parle, on se touche, on rigole, on ne se connaît pas, on s'en va, on revient. Et je dis, j'ai une fonction actuellement d'expertise que je revendique auprès des cafés, des hôtels, des restaurants, des boîtes de nuit, donc ce qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui pour moi est fondamental parce que c'est ce que j'appelle les commerces de la vie. Nous ne pourrions pas vivre s'il n'y avait pas de café, d'hôtel, de restaurant et de boîte de nuit. Et donc par conséquent, les premiers commerces qu'on devrait remercier d'exister, ce sont ceux-là. Et naturellement, tout le monde va dans des cafés, des restaurants, des boîtes de nuit, etc. Et personne ne considère que c'est important. Donc dans les dévalorisations de notre société, parce que c'est de la communication humaine, et c'est gratuit. Alors, on va revenir au livre. Je vais vous demander de nous livrer une citation qui vous a particulièrement interpellé, issue du livre d'ailleurs ou pas. Après tout, choisissez ce que vous voulez, Dominique Volton, mais livrez-nous une phrase d'un autre qui vous parle particulièrement. Je l'avais en tête parce que je l'ai retrouvé tout à l'heure dans le livre et je l'ai évidemment oublié. Ah ben, je vais vous donner la mienne, parce que moi je l'ai tirée du livre, honnêtement. Il y a une phrase du pape qui m'a vraiment interpellée et qui dit ceci: « Un catholique ne peut se contenter de regarder du balcon. » Et là je me dis, voilà, tout est dit. Et le bonheur n'est pas dans les canapés. Ah oui, une autre phrase qu'il dit aussi. Oui, le bonheur du canapé, voilà. Oui. Le bonheur factice du canapé, c'est dans un de ses discours, oui, ça. Exact. Tout à fait. J'ai repris un certain nombre de phrases et je la cherche. Oui, à la fin du livre, en fait, Dominique Volton a sorti quelques phrases fortes qu'a dit le pape et qui vous, en tout cas, vous ont interpellé, que vous proposez comme un petit digestif. Oui, regardez, une phrase qui est extraordinaire. Alors, que faire avec les jeunes ? Les suivre en les guidant. Et faire attention à l'analphabétisme affectif, écoutez, c'est quand même formidable. L'analphabétisme affectif, il y en a combien ? Pas seulement chez les catholiques et les prêtres, mais aussi c'est tout le monde. Donc par conséquent, voilà une phrase que j'adore, je la cherchais. Le monde est fatigué des charmeurs menteurs. Les charmeurs menteurs, et la deuxième partie de la phrase, je me permets de dire, des prêtres à la mode ou des évêques à la mode. Donc moi je suis un catholique sympathique, enfin je veux dire, j'ai de la sympathie pour le monde catholique parce que je viens du monde laïque, mais c'est vrai que, alors il n'y a pas que là qu'il y a des hommes à la mode, mais non, en fait, ce qui est fascinant et séduisant, ce qui explique son succès mondial, même encore ce qui s'est passé, la simplicité de cet homme rejoint un universel de l'humanité, et il y en a très peu, surtout quand on est pape. Et là, je suis absolument admiratif de l'effort de synthèse que cet homme a fait sur lui pendant des années pour retrouver une simplicité, une joie, un bonheur et une radicalité politique en même temps qui est exceptionnelle. C'est pas gauche-droite, c'est ridicule de dire le pape a un problème gauche-droite. Pour certains aspects, il est traditionnel, pour d'autres, il n'est pas. Mais il y a une espèce de révolte face à la situation des hommes et une espèce de joie et de confiance. Et surtout, l'autre chose qui, moi, me séduit chez lui,
il n'a pas le même espace-temps que nous. Mais les religions, c'est toujours comme ça. Nous vivons trop dans un temps rationnel rapide. Vous abordez le thème de la non-modernité de l'Église, tout en posant la question au pape un peu plus tard. En quoi l'Église est-elle moderne? Mais elle est moderne par le simple fait qu'elle porte des valeurs de la tradition qui ne sont plus dans la modernité, dont on aura besoin de récupérer. Je vais le dire autrement. Il y a 4-5 siècles de conflit entre tradition et modernité. Et heureusement que la modernité est apparue sur liberté de conscience, liberté de parole, liberté individuelle, etc. Ceci, ce que porte l'Église comme tradition, est exceptionnel. Et donc aujourd'hui, où la modernité a gagné, elle devient une idéologie. Et le génie de l'Église, si elle est capable de le revendiquer, c'est de revendiquer la tradition. Phrase qu'il dit formidable, la tradition est un mouvement. Oui. J'adhère tout à fait à cette phrase. Et il n'y a pas de modernité possible demain s'il n'y a pas la réconciliation, mais la tension entre tradition et modernité. Et la pire des choses pour demain serait l'idéologie de la modernité qui triomphe déjà beaucoup avec l'instantanéité et la mondialisation. Et si on veut sauver la modernité, qui est quand même un mouvement d'émancipation exceptionnel, alors il faut naturellement la féconder et la mettre en tension avec la tradition. Il n'y a pas à avoir peur des traditions, à condition qu'on soit dans un espace laïque, parce que la condition fondamentale de tout ça, c'est qu'on sépare le politique du religieux. Alors, je vais vous proposer des mots comme ça, et je vous laisse réagir. Ce sont des mots clés, enfin moi j'ai trouvé en tout cas dans le livre, et vous allez tout de suite comprendre à quoi ils font référence. Le premier mot, c'était pont. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais alors qu'est-ce qu'il le répète, ce mot, le mot de pont pour lutter contre les murs, et on pense tous aux mêmes murs, hein. Il y en a quelques-uns. Surtout qu'il y a plus de murs aujourd'hui que quand il y avait le communisme. Donc, et lui, il ne cesse de dire des ponts, des ponts, des ponts. Aussi bien, ça commence par serrer la main de son voisin, mais ça passe aussi, à un moment, il parle de Shimon Peres et Mahmoud Abbas, quand il les a invités au Vatican à planter un arbre, à discuter ensemble, en terrain neutre, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'il en parle? Oui, parce qu'il il ne veut pas rompre. Et donc, autrement dit, il veut bien les tensions, il veut bien les conflits, mais pas de rupture. Et quand on est au bord de la rupture, il faut rétablir un pont, et le premier des ponts, c'est un pont physique, serrer la main. Et je raconte dans le livre un événement au Kenya, où en fait, il était face à un stade immense, il ne savait pas comment parler en anglais, etc. Puis il a dit, prenez-vous la main, ce qui d'ailleurs se fait maintenant dans les églises. Et donc, par conséquent, ça, je crois que c'est du point de vue anthropologique, ce que représente la religion comme contact physique, c'est un capital essentiel. Et j'ai envie de dire, capital dont l'Église catholique notamment n'a pas conscience, alors même qu'on est dans une culture où le corps est apparemment triomphant, mais c'est un corps solitaire. Ce n'est plus un corps de contact. Et du coup, revaloriser le corps de contact par le contact physique, se toucher, s'embrasser, c'est fondamental parce que c'est la première des communions. Alors, il y a un autre mot qui ressort, c'est argent. Oui. Dieu argent. Je hais l'argent. Oui, il n'aime pas trop. Non, c'est vrai. Oui. Mais parce que là, c'est un latino, c'est-à-dire qu'il a vu les conséquences de l'impérialisme américain en Amérique latine, parce que nous, on ne se rend pas compte, les Occidentaux. On avait l'impérialisme soviétique. L'impérialisme américain n'est pas de même nature, bien évidemment, que l'impérialisme soviétique. Mais enfin, l'impérialisme économique des États-Unis sur l'Amérique latine, c'était très visible avec les dictatures, et donc il l'a bien vu, et surtout qu'il l'a vu après la guerre. Donc, par conséquent, il dit l'argent, oui, à condition qu'on le redistribue. Mais il rejoint l'immense tradition chrétienne et catholique, sur la condamnation de l'argent depuis Rerum Novarum. Moi, l'une des choses qui me frappe le plus, c'est que l'Église est d'une netteté incroyable pour condamner le règne de l'argent, la spéculation, depuis le 19e siècle et même avant. Et que ça n'est pas entendu. Et que simultanément, l'Église est constamment répercutée quand elle parle des condamnations sur les mœurs. Donc elle condamne le capitalisme sauvage, tout le monde s'en fiche. Quand elle fait des erreurs ou quand elle va un peu trop loin dans une sévérité ou qu'elle ne comprend pas bien certaines mutations, on est tout le temps en train de s'occuper de la... Bon, l'Église, c'est pas que la condamnation des mœurs. Et d'ailleurs, elle-même est très malhabile là-dedans. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre, hein. Vous essayez de mettre en place, d'interroger le pape sur cet antagonisme. Et vous êtes bien compris là-dessus? Oui, à peu près. Oui, à peu près, j'allais dire. Non, il n'y a pas d'antagonisme. Il y a des antagonismes sur la place des femmes dans l'Église et tout ça, ça oui. Mais c'est vrai que la question que je vais poser plusieurs fois, pourquoi une religion d'amour est-elle devenue le plus souvent un ensemble d'interdits? Et il y a un vrai problème. Et de ce point de vue-là, lui est beaucoup moins dogmatique que d'autres, parce qu'il est beaucoup plus souple. Il ne faut pas que l'évolution de la société devienne le credo de l'Église. Ça, ce serait la modernité triomphante comme idéologie. Et l'Église a bien raison, notamment sur l'avortement, de rappeler ses valeurs. Mais par exemple, sur le péché de chair, il dit que c'est le péché le plus léger, très exactement. Léger. Le moins grave, parce que c'est un péché de faiblesse. Bien sûr. L'orgueil est bien plus grave. Bien sûr. Et l'angélicalité, voilà. Ça, j'adore. Le pire des péchés, pour lui, c'est ceux qui font l'ange et qui sont la bête, en fait, en réalité. Et c'est tellement vrai, l'hypocrisie. Il y a deux choses qu'il déteste, la rigidité d'esprit, et Dieu sait si ça domine dans le monde, et l'hypocrisie. Je crois que c'est les deux mots, je lui dis, c'est quoi les deux mots que vous détestez le plus? Rigidité et hypocrisie. Et argent. Et argent. Il y a un autre mot, moi, qui m'a un peu surpris, c'est grand-mère. Mais c'est bien les mots que vous prenez. Oui, le ils sont un peu... mais c'est très bien. Parce que ça reflète votre livre. Vous allez voir, il y en a d'autres qui n'ont rien à faire, on se dirait, dans un livre avec le pape. Grand-mère, c'est l'Europe. Il dit, c'est un latino.
Et d'ailleurs, il n'y a que les Européens qui ne s'aiment pas. Et les Français au sein de l'Europe ne s'aiment pas. Mais l'Europe dans le monde, moi je voyage énormément dans le monde, nous avons une cote d'amour exceptionnelle, parce que en dehors des migrants. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est fou, démocratique. Un projet politique, pacifique, démocratique, qui aujourd'hui rassemble 500 millions de personnes qui n'ont rien à se dire. C'est la plus grande utopie de l'histoire du monde, l'Europe. Et donc quand on est dans le monde, on dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des génies, ces Européens. Il dit c'est une grand-mère. Et alors nous, par contre... Ça devrait être une mère et c'est une grand-mère. Parce que la contrepartie de cet immense projet... On n'a rien contre les grand-mères, hein. On comprend ce qu'il veut dire. Au sens de la fécondité. Donc il dirait, en gros, Europe, réveille-toi. Ouais. Réveille-toi. On avait déjà eu France, fille née de l'Église. Hein. Et alors, de ce point de vue-là, au sein de l'Europe, il a une petite sympathie pour les Français, parce qu'on est des laïcs, parce qu'on est des emmerdeurs, parce qu'on fait des conflits. Ouais, la laïcité à la française, ça lui plaît moyen, quand même. Hein. Alors, il est exactement dans une tradition apparemment française. Non, il est pour la laïcité. C'est un pape laïque, c'est-à-dire... Oui, mais je trouve qu'à la française, c'est un peu poussé. Oui, bien sûr. Il dit, je suis pour une saine laïcité. Et la différence avec la laïcité à la française et ce qu'il préconise comme laïcité, c'est pas énorme, et ça se fera un jour, j'en suis sûr, c'est qu'il dit qu'il faut laisser ouvert dans la laïcité la question de la transcendance. Et là, je suis d'accord avec cette position, mais c'est vrai que dans le contexte de 1905 et de la suite, où c'était quand même une guerre violente, le problème, c'était d'éliminer le pouvoir des religieux. Donc il n'était pas question de dire d'un côté séparation de l'Église et de l'État, et de l'autre laisser la porte ouverte pour les spiritualités. Mais on est un siècle après, et je pense qu'on sauvera la laïcité en la maintenant comme concept essentiel. Le politique et le religieux doivent être séparés, mais pour ne pas avoir un dogmatisme laïciste, il faudra dire la laïcité peut parfaitement admettre la question de la spiritualité. Ou de la transcendance, c'est même plus simple. Je rebondis sur une petite phrase que vous n'avez pas maîtrisée, coincée au milieu de tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit « et là, je suis d'accord avec lui ». Vous avez eu un sujet de désaccord, vraiment? Parce que c'est pas flagrant dans le livre. Ah oui, on a eu, aussi, parce que... Alors lequel? Qui vous a vraiment marqué? Qui vous a énervé? Sujet de désaccord. Oui, alors, il y a quand même sur l'histoire de l'Église, on n'a pas trop revenu, mais enfin, sur le bilan que représenterait. Parce qu'il a dit oui, l'Église a fait des tas de bêtises et trahisons. Oui, je le dis. Je n'ai pas insisté là-dessus, je pense quand même qu'il y aura un travail vraiment plus critique à faire sur l'histoire de l'Église, ses forces. En même temps, je connais très bien que dans le monde, c'est elle qui a pu sauver des langues, des cultures. 2, sur le statut des femmes, mais ça ne dépend pas de lui. Dans l'Église quand même. Et il va quand même faire bouger les choses. Le chapitre sur les femmes à la fin, il dit attendez, moi je vais les mettre un peu au pouvoir, les femmes. Oui, il va essayer. Il n'y aura pas de femmes prêtres, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais il y a des postes décisionnels qu'on va leur donner. Et pas que des consultantes. Bien sûr, non. Sur le rapport entre la communication et la communication technique, il valorise la communication humaine. Il est quand même très pris par l'engouement de la communication technique, sur lequel je suis beaucoup plus sceptique. Sur les rapports sciences, techniques, société, le peu qu'on en a parlé, il n'y a pas d'investissement de sa part, pas de sa part à lui, mais de l'Église aujourd'hui. Sur l'éducation, où l'Église devrait dire des choses, parce qu'elle a un patrimoine historique, il ne le fait pas. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels non seulement il n'y a pas forcément de culture de sa part, et c'est honnête quand il dit « je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse », je prends un autre exemple, la mondialisation et la diversité culturelle. J'ai 2 choses sur lesquelles je pense qu'il y a un patrimoine extraordinaire de l'Église. Sur la communication, elle ne s'en rend pas compte, et sur la question essentielle, pas de mondialisation possible si on ne tient pas compte d'une réflexion théorique sur le statut de la diversité culturelle. Et là, le désaccord vient du fait qu'il n'est pas forcément théorique, il est que l'Église, qui est souvent en avance de son temps, là n'est pas en avance et elle pourrait apporter quelque chose. Parce que je pense que, si vous voulez, la modernité rationnelle qui est la nôtre, scientifique, technique, c'est un progrès, mais c'est aussi une idéologie. Et donc on a besoin de réintroduire le patrimoine historique des religions, pas seulement du christianisme, mais je suis chrétien, dans cette question du rapport à l'autre. Alors, un autre mot, tweet. Oui, je ne sais pas pourquoi il fait tant de tweets. Alors attendez, parce qu'on a les chiffres. J'ai les chiffres, j'ai mis les chiffres, c'est le premier Twitter. Alors, c'est le premier Twitter. Oui, selon le rapport 2015 de Tweetplomatie, le pape français est le leader le plus influent sur Twitter. Il compte 32 millions d'abonnés. Je crois que je n'arrive même pas à réaliser. 32 millions d'abonnés, surtout en espagnol, en anglais et en italien. Ensuite, les polonais, les latins, l'allemand, l'arabe. Voilà. C'est le plus gros... Mais ça, bon... C'est une bagarre avec Trump ou... Non, mais c'est pas ça, c'est le rapport à la modernité de l'Église. Comme elle est mal à l'aise avec la modernité, elle pense que la modernité technique lui permettrait de rattraper la modernité. Ma position théorique est un peu différente. Ok, un peu de modernité technique, why not, comme dirait l'autre. J'adorais cette phrase de Raymond ironique, why not. Mais le problème, c'est pas ça. La force de l'Église, c'est son patrimoine en matière de communication humaine. Et il pourrait y avoir 7,5 milliards de Twitter, ça ne changerait rien sur le fond. Mais lui, il est un petit peu obligé de faire des concessions. La question que je lui ai posée plusieurs fois, sur laquelle il y a une discussion ouverte avec lui, c'est jusqu'où faut-il faire des concessions à la modernité technique sur la communication? À partir de quand faut-il affirmer des valeurs qui ne sont pas forcément à la mode aujourd'hui? En 140 caractères.
Voilà. Et quand est-ce qu'il faut sortir de ça? Ceci lui-même est unique. Il illustre extraordinairement ça. Il est capable d'être sur Twitter. Et dès qu'il sort du Vatican, vous avez vu la ferveur, la rencontre. Mais ce qui est fou, ce que je trouve drôle, c'est que vous lui reprochez un peu de faire du tweet. Mais alors, si on compte le nombre de fois où vous lui dites dites donc, il faudrait faire une encyclique là, sur ce thème-là. Au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, attendez, on en est déjà à 3 encycliques Volton, 4 encycliques Volton, 5 encycliques Volton sur tout un tas de thèmes. Et lui, il rigole. 5, pas plus. Il rigole en disant, mais je ne vais pas faire des encycliques pour tout, j'ai d'autres moyens de m'exprimer aussi. Oui, mais une encyclique, non, mais quand je dis encyclique, c'est ironique, c'est humoristique, et puis c'est sympathique de ma part quand je dis ça. Mais ça veut dire que sur ces 5 domaines que vous venez de citer, oui, l'Église peut faire un investissement intellectuel et théorique, elle devrait pouvoir le faire sans problème, et elle devrait pouvoir dire. Moi, je suis obsédé par la question de la communication, c'est qui dit quoi, à qui et comment. Et je pense que c'est ces 5 domaines essentiels de la modernité et du XXIe siècle. L'Église pourrait dire quelque chose qui n'est pas forcément dans l'air du temps, mais qui serait très utile dans le dialogue des cultures et des civilisations. Je sens que si vous étiez dire comme du Vatican, Dominique Volton, ce serait... En tout cas, je dirais une chose simple. Ce serait péchu, hein? Je dirais oui. Je dirais une chose simple. Le Vatican, c'est pas une marque. Le Vatican, c'est unique au monde et c'est porteur d'une histoire invraisemblable et c'est cette histoire-là qui fait la force. Si vous voulez, mais la tragédie du temps contemporain, c'est que les vieilles civilisations comme les nôtres, l'Europe, on a une histoire. Mais quand vous êtes en Asie, en Afrique et en Océanie, on ne se rend pas compte du poids de ces civilisations et de ces cultures. Et si on veut sauver un peu de paix dans le monde, et comme ça va être des conflits culturels de plus en plus violents, il va falloir revaloriser toutes ces civilisations. Et le paradoxe de l'Église catholique, même si elle a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de saloperies et de massacres, c'est qu'elle est finalement une institution exceptionnelle pour faire les ponts entre différentes cultures et différentes civilisations. Des ponts. Des ponts. Parce que depuis Vatican II, où les langues vernaculaires sont utilisées c'est une révolution exceptionnelle. Et donc, si vous voulez, c'est en ça que j'assume le patrimoine historique de l'Église catholique, c'est qu'elle a su, avec toute la faiblesse des hommes, moi n'ayant pas été marqué par les erreurs des catholiques, je suis très tolérant à l'égard du clergé, je ne suis pas anticlérical, si vous voulez, parce que je les ai vus de loin. Quand je les vois de très près, c'est vrai que je reprends ma distance. Mais franchement, c'est assez émouvant de s'apercevoir de ce patrimoine culturel, idéologique qu'elle a, dont elle dispose et qu'elle ne fait rien. C'est d'ailleurs assez émouvant parce que ce n'est pas la seule chose. Je pense que pour l'islam, quand on s'est sorti de la phase fondamentaliste, on s'apercevra que l'islam a apporté des choses incroyables. Et si je prends un exemple sur le dialogue européen qui m'intéresse, le jour où l'Europe s'apercevra qu'elle ne peut rien si elle ne revalorise pas l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud, c'est le Maghreb, le jour où on s'apercevra que l'Europe, la nôtre, elle est également riche de tout ce qui vient de l'Est et de tout ce qui vient du Sud, sans parler de ce qui est venu de l'Afrique, voilà, je pense que... Enfin, c'est trop long comme débat, mais bref, l'Église est une des forces qui est capable de faire des ponts de temps en temps, même si elle-même dresse pas mal de murs. On va couper cette émission avec un questionnaire inattendu. Des petites questions qui partent un peu dans tous les sens et auxquelles vous essayez, mon pauvre Dominique Volton, de répondre comme vous pouvez. Hein. Allez, c'est parti, questionnaire inattendu. Alors Dominique Volton, si vous étiez la personne qui choisit quelle personnalité mettre sur le prochain billet de banque, qui mettriez-vous? On n'est pas obligé de répondre de Pape François. Hein. D'ailleurs, je vais vous sortir de cette réponse. Quelqu'un d'autre que le Pape François, vous mettriez qui? Ceci est pas mal, j'y ai pas pensé, mais c'est pas mal comme réponse. Comme question. Comme question, je veux dire. Non, là, comme réponse de mettre le pape, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Même si on est athée, ça choque pas. Je suis en train de chercher un esprit libre, peut-être un artiste. Vous admirez qui comme artiste, vous? Vous êtes plutôt peinture, musique, BD? Musique, non, non, je suis plutôt j'ai une formation archi classique, j'étais paumé dans ma banlieue. Donc, par conséquent, moi, c'est pas le rock, etc., qui m'a construit, c'est la musique classique. Ouais. Paumé dans votre banlieue, elle est où, votre banlieue? Banlieue nord. De Paris? Paris. D'accord. Oui, c'était autour de Paris. Bon, allez, on pourrait mettre Bach, tiens. Parce que c'est au hasard. Oui, c'est un universel de la musique. Vous savez ce qu'on dit de Bach? Non. Le 5e évangéliste. Ah bah oui, je ne savais même pas. C'est vrai? Oh, j'apprends quelque chose à Dominique Volton, je suis très flattée. Il y a des milliards de choses que je ne sais pas. Ah, bah alors. D'ailleurs, comme je voyage beaucoup, je dis plus je voyage, moi je comprends, mais au moins je sais que je ne comprends pas le monde. Mais bon, voilà. Deuxième question, on a parlé des odeurs tout à l'heure. Quelle est l'odeur de votre enfance? Celle qui remonte là, tout de suite. Instantanément, je dirais c'est une odeur de terre, la terre de l'Afrique. Que j'ai retrouvée quand je suis revenu la première fois. Oui, parce que je suis né en Afrique noire. Et j'ai quitté en condition douloureuse quand mon père est décédé. Et en plus, dans quel pays? Je suis né au Cameroun. Et on est rentré d'Afrique quand mon père est décédé. On était en Côte d'Ivoire. Et je crois que l'odeur, c'est la première chose que j'ai ressentie quand je suis reparti en Afrique. C'est une espèce de cette odeur âcre,
Pourquoi elle était là, je ne sais pas. En tout cas, il y a... Voilà. Et d'ailleurs, si j'associe un bruit, je dirais c'est finalement mon père sifflant en anglais. Sifflant... je sais pas pourquoi sifflant quoi? Sifflant des chansons américaines. Vous savez, c'était les années 50-60, donc on était très marqués par ce qu'avait apporté la musique américaine, le jazz et compagnie. Surtout qu'il y avait la guerre qui avait tout coupé. Donc mon père qui était anglais, il était dans un univers qui était, oui, celui de l'Angleterre et surtout celui des États-Unis. Il faisait quoi, votre père? Du commerce, pas de diplôme, pas d'éducation. Il avait été beaucoup embêté pendant la guerre en France, pas mal dénoncé, pas mal obligé de se cacher. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était anglais. Et donc ses parents étaient anglais, mais mes grands-parents ont été immédiatement, ils habitaient en France, anglais dans la banlieue parisienne, ils ont été immédiatement dénoncés dès 40. Et donc mon grand-père et ma grand-mère ont été mis à Drancy, et mon grand-père est décédé finalement à Drancy, dénoncé par des bons Français. Et quand le pasteur a fait l'homélie dans ce coin de banlieue assez banal, quand le pasteur, parce que mon grand-père était anglais, a fait l'homélie et a dénoncé, on est toujours en 40, a dénoncé l'invasion des Allemands, etc., il a été lui-même dénoncé et on ne l'a jamais revu. Donc c'est assez violent, l'histoire. Il y a plein de familles, c'est pas juif, mais c'est anglais, voilà. Et votre histoire familiale, elle a impacté comment l'homme que vous êtes devenu personnellement et professionnellement? Il y a eu un impact réel? Oh, je pense que vous êtes devenu chercheur pour ça, vous pensez? Je pense que c'est compliqué de savoir pourquoi on devient chercheur, parce que c'est une angoisse d'être chercheur. En fait, on devient chercheur parce qu'on est angoissé, sinon on s'adapte au monde. Angoissé par quoi, alors? Angoissé par la compréhension du monde. En tout cas, moi, je peux dire pour moi, on essaie de comprendre ce qui ne se comprend pas. Un journaliste, quelque part, peut aussi être un politique aussi. Je prends 3 fonctions qui sont... Mais ce n'est pas la même logique d'angoisse. En tout cas, c'est essayer de comprendre le monde. En ce qui me concerne, c'est essayer de comprendre le monde pour essayer d'éviter la guerre. C'est-à-dire, je sais que l'horizon des sociétés est tragique, comme l'histoire de l'humanité le prouve, et on sait aussi... Ce qui m'obsède, c'est la marge de manœuvre. C'est-à-dire, en définitive, il y a toujours une marge de manœuvre. C'est pour ça que j'ai fait ces livres, maintenant il y en a 4, avec des personnalités très importantes, parce que je pense que le rôle des hommes est déterminant pour la paix et pour la guerre. Et donc, par conséquent, ce qui m'effraie le plus, c'est quand une situation humaine bascule vers l'échec. C'est-à-dire quand un couple se casse la figure, quand une famille éclate, quand une entreprise bascule, quand un pays bascule vers la guerre, et qu'on sait qu'on ne peut plus rien faire. Et ce qui m'intéresse d'un point de vue théorique, et qui justifie sûrement ma vie de chercheur, c'est que je cherche toujours les moments où on peut ouvrir une marge de manœuvre pour éviter la catastrophe. Et il y a des moments où on sait très bien que la marche à la guerre, ou la marche à la mort, si on prend notre propre destin, ou la marche à l'échec d'un couple ou d'une famille, ne peut pas être arrêtée. Et c'est là où, peut-être que c'est une réaction par rapport à un père décédé très jeune, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la mort? Voilà. Et on peut faire de temps en temps des choses, après on ne peut pas. Mais si vous regardez le film 124 battements là, qui vient de sortir sur la lutte d'Act Up, c'est exceptionnel d'émotion, parce que ce sont des hommes et quelques femmes qui étaient atteints de cette maladie et qui se battaient pour la reconnaissance. C'est un film exceptionnel pour montrer ce qu'était la lutte des homosexuels pour la reconnaissance à leurs droits. Vous venez d'aborder le thème de la mort. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli avant de mourir, vous, Dominique Volton? Pas trop rater ma vie privée et familiale. Ça se passe bien? Comme tout le monde, pas mal d'échecs et quelques réussites. Oui, donc notamment vis-à-vis des enfants et des petits-enfants, etc. Peut-être avoir transmis une liberté d'esprit critique, un esprit... oui, j'aime bien le caractère indiscipliné. Je pense qu'il faut être libre. Voilà. Les sociétés sont... Si vous voulez, il y a une contradiction majeure. Nos sociétés sont soi-disant libres et il n'y a jamais autant de conformisme. Il n'y a jamais autant d'informations. C'est toujours la même chose qu'on voit. Il y a si peu d'innovation. Ce n'est pas l'innovation qui m'intéresse, pardon. Il y a si peu de liberté d'esprit. Et je ne comprends pas pourquoi on s'est battu pendant 3 siècles pour avoir une liberté d'information, beaucoup plus de médias, de tuyaux, et en fait d'arriver à une société qui n'est pas moins ouverte, qui n'est pas plus tolérante qu'il y a 50 ou 70 ans ou 90 ans. C'est fou. Donc ça veut dire que ce qu'on pensait tous de bonne foi, que plus il y aurait de l'information démocratique, plus il y aurait de diversité, c'est pas vrai. Donc le conformisme est au pied de tout. Donc la lutte culturelle et politique, à chaque fois, pour sauver les libertés, est fondamentale à relancer. Et en fait, le rôle d'un chercheur, c'est quelqu'un qui n'est pas bien adapté, qui se pose des questions que les autres ne se posent pas. Des fois, il a raison, des fois, il a tort. Mais c'est une position assez inconfortable. Mais en même temps... c'est comme un artiste, c'est comme un peintre. C'est une vocation. Oui, mais comme un peintre, comme un scientifique. Il n'a pas le choix. Oui, quelque part. Mais je dirais même pour un grand chef d'entreprise, vous avez des destins qui vous embarquent, vous ne savez pas pourquoi. Alors, dernière question de ce questionnaire inattendu. Excusez-moi, j'ai été trop long. Non, très bien. Vous avez fait 4 grands entretiens. On les a cités, donc avec le pape François le dernier. Si vous aviez la possibilité de faire votre prochain grand entretien avec une personnalité qui est décédée il y a peut-être même très longtemps, vous auriez choisi qui dans l'histoire passée? Est-ce qu'il y a un grand personnage? Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, Dominique Volton, si je puis me permettre. Mais j'ai rien dit là pour l'instant. D'accord, mais j'attends. Je
Je sais pas, les siècles, les époques, les natures d'activité se télescopent. Il n'y a que l'embarras du choix, j'imagine. C'est vrai que je vous Oui, demande mais de choisir une personne. Il n'y a pas beaucoup de femmes, je suis en train d'afficher, parce que j'ai quand même été beaucoup élevé dans un milieu féminin, donc du coup ça a joué plutôt... En leur faveur. Oui. Comme le pape François qui a été élevé dans un milieu très féminin, oui, très il le raconte ça. Hein. Si, j'aime bien le dessin de Simone Veil, parce que quasiment une contemporaine, parce qu'elle avait tous les défauts du monde, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Elle représentait elle toute seule, par sa simple existence, un symbole. En plus, elle est contemporaine mes premières recherches. Il aurait fallu faire les deux Simone Veil alors. Pardon. Mais on peut mettre les deux parce que non, ça me fait. Mais gardons notre Simone Veil. Donc ça aurait été Simone Veil. Alors on va revenir dans ce livre. Parce que c'est l'émancipation des femmes dans un changement de paradigme. Et ce que j'aimais bien, c'est Simone Veil, c'était toutes ces contradictions par rapport à sa force radicale. En fait, j'aime bien qu'on accepte les êtres humains dans leurs contradictions, parce que c'est ça la force de l'histoire, quoi. Je repars sur mon histoire de petits mots que je vous lance comme ça à droite à gauche. Alors, on a fait un peu de géométrie en vous lisant, hein. Polyèdre. Oui, il y revient tout le temps. Alors, c'est incroyable ce mot. Il est très dans l'architecture, les ponts, les polyèdres, en parlant de la mondialisation. Et lui, il dit, voilà, c'est un polyèdre. Vous en avez compris quoi? Un polyèdre, qu'en définitive, comme de même qu'il aime bien les tensions, il aime bien les choses qui sont à distance les unes des autres, mais qui ne sont pas reliées forcément avec elles. C'est compliqué, sa référence. Elle est très forte, mais je pense que c'est une espèce de métaphore qu'il a pour comprendre à la fois la détermination des liens et la liberté qui continue d'exister. Où est Dieu dans la mondialisation, polyèdre. Polyèdre, c'est-à-dire en fait dans ces espèces de tensions qui n'ont pas tellement de sens, mais qui expliquent qui est... En fait, c'est un antisystémiste. Il n'est pas systémiste, voilà. Et c'est ça qui me plaît intellectuellement chez lui aussi. Il n'est pas structuraliste, il n'est pas systémiste. Il dit qu'il n'y a pas de synthèse, et c'est fondamentalement vrai, parce que dès qu'on fait une synthèse, il y a naturellement un mécanisme de pouvoir. Il dit la plus grande des choses qu'on peut faire, c'est de maintenir des tensions. Et finalement, son polyèdre, c'est un jeu de tensions. Et je trouve que ça, c'est très intelligent, parce que ça veut dire que personne n'a raison sur les autres. Bien sûr qu'il y a de la vérité et du faux et de ça, mais ça veut dire qu'on accepte une espèce de respect. La grande question du XXIe siècle, c'est comment va-t-on pouvoir cohabiter quand on n'a rien à se dire et qu'on se déteste, en gros. Et que ça, hélas. Eh bien, je pense qu'une réflexion qui n'arrête pas de pousser au dialogue, au pont, et en même temps tout en conservant l'incommunication, je pense que c'est assez fort comme projet. Et l'Église, je reviens toujours à ça, a une expérience positive exceptionnelle dans ses réussites et ses échecs là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut relier cette figure géométrique du polyèdre avec la toute première phrase du livre? Je me suis dit, ça c'est fort, vous y revenez après. C'est un extrait du discours du pape aux participants à la rencontre mondiale des mouvements populaires. On est le 18 octobre 2014. Première phrase. J'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est donc le pape François qui parle, et je le répète, que nous vivons la troisième guerre mondiale, mais fragmentée. Il parle donc d'une troisième guerre mondiale en morceaux. Oui. Mais il le craint énormément parce que la mondialisation accroît les inégalités, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et il y croit. Il dit la troisième guerre mondiale, elle est là, on est en train de la vivre et personne ne s'en rend compte. Avec les marchands d'armes, avec le fait qu'on ne respecte pas l'autre, etc. C'est sûr. C'est pour ça que je dis on s'est retrouvé sur une conscience tragique de l'histoire. Est-ce que c'est là? Mais on peut empêcher la guerre. L'histoire n'est pas écrite d'avance. J'aime bien cette dernière phrase que dans le livre que j'avais fait avec Lustiger, dans un dialogue qui était audiovisuel aussi, il avait dit « l'histoire n'est pas finie ». C'était une page ouverte, et il dit la même chose, mais soyons vigilants. Et c'est vrai que, vous savez, les hommes sont tragiques. Quand ils ne savent pas résoudre un problème, finalement, ils font la guerre. Et donc, par conséquent, c'est une expérience... Alors, nous, les Européens, ce qui est formidable, parce que nous, les Européens, on a une conscience tragique énorme par les deux guerres mondiales. Lui, en tant que latino-américain, il a une conscience moins tragique. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je lui ai souvent dit, vous êtes moins tragique que des Européens. Mais comme il est de filiation italienne très vite, il a en même temps cette vision tragique de l'Europe et de la mondialisation. Voilà, donc il y a une marge. En fait, je pense qu'il accepterait cette phrase, je reprends la discussion avec lui, il existe une marge de manœuvre. Alors, vous êtes un chercheur, Dominique Volton, vous cherchez des solutions, vous cherchez à calmer vos angoisses, vous nous l'avez dit. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge quand même. On va dézoomer un tout petit peu de ce livre. C'est que sur les 4 grands personnages que vous avez interrogés, un philosophe, un religieux, un cardinal, un Européen convaincu politique, un pape qui réunit toutes ces dimensions-là. Oui, c'est vrai. Sur les 4, il y en a quand même 3 de cathos. Est-ce que vous en êtes rendu compte, bien entendu, mais ça veut dire quoi, enfin, pour vous? Ça vous perturbe pas un peu d'être allé chercher 3 cathos sur 4 personnalités, quand même? Écoutez, non. De toute façon, il y a un juif laïque, c'est Aron. Ouais, vous êtes passé de Raymond Aron à Aron Lustiger. Il y a Lustiger, juif converti. Il y a un catho de gauche de l'or. Et puis, il y a un pape. Il y a un catho inclassable. Non, ça
Non, parce que je revendique, si vous voulez, j'ai pas de prétention à l'universalité. J'appartiens à la culture occidentale. La culture occidentale, elle est marquée par le judéo-christianisme, si on veut, et l'islam. Bon, pour l'instant, j'ai pas fait de dialogue, mais non, ça ne me choque pas. J'assume, je veux dire, j'assume cette culture chrétienne et catholique. Enfin, les racines juives, c'est quand même fondamental. Non, si, pourquoi je peux faire ça? C'est parce que je suis moi-même profondément laïque. Si vous voulez, je n'ai pas de contentieux avec l'Église. Je ne suis pas anticlérical parce qu'ils ne m'ont pas cassé les pieds. Je pense que je serais très anticlérical si, comme beaucoup d'entre mes chers amis, j'avais subi les curés dans leur pouvoir souvent insupportables. Dieu merci, parce qu'ils ont été insupportables. Ils le sont encore dans bien des situations. Mais disons que la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas connu ça. Donc ça ne me pose pas de problème parce que je n'ai pas de contentieux particulier. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, peut-être en relisant le livre de Dominique Volton, qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, vos questions sont de plus en plus longues et les réponses du pape de plus en plus courtes? Vous en êtes rendu compte ou pas? Oui, mais ça dépend du sujet. Qu'on a l'impression qu'il exerce avec vous une manière très jésuite de faire accoucher les gens d'eux-mêmes. Un peu, à un moment, dites comment on aborde un athée, certainement pas en étant prosélyte, etc., etc. Et on a l'impression qu'il a fait avec vous ce qu'il fait finalement. C'est compliqué parce qu'un conflit que j'ai avec lui, c'est quand il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec un athée? Il me dit, mais on l'écoute. Mais je dis, attendez, mais un athée, il n'a pas besoin forcément de vous parler. Et vous faites comme si vous allez accueillir la parole de non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne lui balance pas du Jésus plein la figure de manière très prosélyte. Oui, il dit le prosélytisme n'est pas chrétien. Bien sûr, mais ça, il a tout à fait raison, parce que l'Église a fait suffisamment de prosélytisme. Donc ça, il déteste ça, à juste titre d'ailleurs. Et de ce point de vue, il est fidèle à Vatican II. Voilà, il dit restez qui vous êtes, témoignez Absolument. avec qui vous êtes. Oui, mais et ce que vous êtes. Mais la question centrale, c'est que quand l'incommunication s'installe, et elle s'installe radicalement parfois entre le athée et le... S'il y a eu la maïotique, elle est au minimum respectée dans les deux sens. Parce que... On progresse les uns avec les autres, c'est vraiment son discours. Ah, mais de ce point de vue-là, c'est vrai que la rencontre, c'est pour ça que le mot rencontre, on l'a mis dans le titre, le mot rencontre veut dire quelque chose sur deux personnalités vraiment différentes. Et puis, si je puis dire, l'autorité spirituelle qu'il représente, je ne peux pas l'oublier. Pas seulement parce qu'il est en blanc, mais parce que quand même, ceci dit, c'est vrai que sur les 4 personnalités, y compris sur lui, ce à quoi je suis aussi très sensible, c'est quand on peut retrouver la vérité d'un individu au-delà de l'ensemble des mécanismes de pouvoir qu'il peut avoir, que ce soit le pouvoir intellectuel, le pouvoir politique ou du pouvoir religieux. Et là où je suis content de cette rencontre avec le pape, c'est que justement, il y a eu cette rencontre au-delà de ce qu'il représente symboliquement. Et je pense qu'on retrouve l'universalité de l'homme. C'est là où il y a quelque chose de commun entre lui et moi. On sent que ça vous a beaucoup nourri. Donc forcément, nous, lecteurs, ça nous nourrit aussi. Ce qui ne nous empêche pas forcément de rester critique par rapport à certaines choses qui viennent de vous ou de lui. Mais finalement, ça vous a... On a l'impression, quand on vous lit, que c'était 10 fois mieux que ce que vous attendiez. Enfin, que... mais c'est-à-dire qu'au départ, si vous voulez... Après, vous gardez contact, vous allez vous voir, etc. Oui. Mais parce que j'étais parti sur un schéma intellectuel simple, ça durait X séances, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. D'ailleurs, à chaque fois, on reportait parce qu'on n'avait pas fini de travailler sur le plan. Et c'est vrai que ça s'est au fur et à mesure modifié. Mais finalement, un peu comme ça s'est passé aussi avec Raymond Aron et Jean-Marie Lustiger, j'ai eu des conflits avec Aron, pas beaucoup, j'en ai eu pas mal avec Lustiger, j'en ai pas eu avec le pape. J'en ai eu un peu avec Delors. Et après, c'est vrai qu'une amitié se noue parce qu'il y a une espèce de confiance. Mais c'est le miracle. J'ai dit dans le livre, dans l'introduction, une rencontre ne s'explique pas, elle se vit. Et de ce point de vue-là, je suis parti avec un schéma intellectuel que j'ai gardé. Et au fur et à mesure, j'étais bien obligé de dire que ma démarche n'était pas seulement intellectuelle, mais c'était aussi la séduction de la rencontre d'une personnalité qui est tout de même, si vous voulez, il a une liberté d'esprit quand même extrêmement rare, quoi. Oui. Et moi, j'aime la liberté d'esprit. Vous avez été, dans le bon sens du terme, attention, vous avez été séduit aussi par le personnage. Mais d'abord, on ne peut pas faire faire des livres. Il faut de l'empathie. Si vous voulez, pour faire des livres comme ça, il faut de l'empathie et de la distance, les deux. Voilà. Et vous ne savez pas comment vous gérez ça. Puis moi, je dois dire que je n'ai pas une vision rationaliste des hommes à tout contrôler. On ne contrôle pas tout. On ne contrôle jamais rien dans la vie, pour tout dire. Pas grand-chose, en tout cas. Et ceux qui croient qu'ils contrôlent... Là, j'ai été porté par un projet intellectuel, ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé des dizaines de centaines d'heures seul quand j'avais ce travail. Vous ne voulez pas que je vous plaigne, vous êtes chercheur. Non, oui, mais attendez, oui, mais il y a des travaux de recherche qui vous perturbent plus que d'autres quand même. Et les racines ne sont pas les mêmes. Quand même. Même si je travaille sur les longs sujets très anthropologiques, là, tout de même, j'avais aussi à respecter la parole d'un homme qui me faisait totalement confiance. Ça aussi, je n'ai pas eu de problème, mais j'avais quand même une angoisse intellectuelle. Pas facile, oui. Comme disait le pape dans votre livre à un moment. Ça, cette phrase m'a bouleversé, elle me bouleverse encore, quand je la dis, parce que cet homme tout seul, dans la porte entrebâillée, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la grandeur de l'homme, sa solitude, sa petitesse, sa modestie?
Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand il a dit pas facile, c'est plus fort que quand il a dit rien ne m'effraie. Ouais. Rien ne m'effraie parce qu'il a. C'est vrai qu'il n'y fait peur. Hein. Rien n'y fait peur. Oui. Et de ce point de vue, il est extraordinaire. Mais je trouve que, disons, rien ne m'effraie, c'est l'homme habité par Dieu. Pas facile, c'est l'homme, voilà. Et c'est cette tension entre les deux qui est extraordinaire. Ceci est le livre d'or de l'émission, Dominique Volton, l'émission qui se termine. Je vais vous laisser le temps de remplir. Vous nous laisserez après lire votre petite phrase. C'est la séquence livre d'or. On est à l'antenne, me demande-t-il. Bah oui, c'est comme le direct ici. Alors pendant ce temps-là, moi, je rappelle ce livre, Pape François, rencontre avec Dominique Volton, Politique et société, ça c'est l'angle du livre, un titre très simple, un dialogue inédit, c'est aux éditions de l'Observatoire. Ne vous fiez pas à l'épaisseur du livre, je vous assure que ça se lit extrêmement facilement. Vous apprendrez à connaître la pensée de Dominique Volton, puisqu'il y a évidemment un filtre, vu qu'il y a quelqu'un qui est là pour dialoguer. Vous apprendrez à connaître aussi un peu mieux la pensée du pape François. Et puis, on ne l'a pas dit, donc j'en profite maintenant, pendant que Dominique Volton nous écrit une dédicace. Il y a entre les dialogues des extraits de discours du pape, de textes, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, et je tiens à le dire quand même, voilà, qui sont en lien. 16 de ces grands discours que j'ai coupés un peu, et en mettant naturellement les points, et qui illustrent très bien sa pensée en écho aux entretiens. En écho, en fait, il faut aussi que vous écriviez notre livre d'or, Dominique. Et non, mais je tiens à dire la richesse aussi de cette sélection de textes qui a dû être assez longue à faire, mais qui viennent vraiment éclairer tout ce qui peut se dire entre ces deux hommes en termes de dialogue. Et voilà, on retrouve aussi la pensée du pape dans ses écrits, même s'il ne va pas forcément écrire les 5 encycliques que lui demande Dominique Volton dans ce livre. Dominique fera les écrire tout seul, hein, les encycliques. C'est un sacré boulot. Oh mon Dieu, mais vous écrivez avec des pattes de mouche, hein. C'est incroyable. Ben oui, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, arrêtez de vous excuser, il n'y a aucun souci, je ne vous agresse pas, je vous taquine. Non. Qu'est-ce que vous nous écrivez, Dominique? Je le lis parce qu'il n'y a pas de vie sans recherche de l'autre, sans la communication, sans la recherche de la paix, si possible. Waouh. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous souhaitez, c'est ce qui me venait. C'est une page blanche, hein. Oui. Vous savez ce que c'est qu'avoir la foi? Je crois que c'est du Saint-Augustin qui dit ça. Avoir la foi, c'est signer une page blanche et laisser Dieu écrire dessus. C'est pas mal, je ne la connaissais pas, mais ça je a de la gueule. ai encore appris un truc, c'est un truc de dingue. Mais si vous savez le nombre de choses que je ne sais pas, mais ça a de la gueule. Et vous feriez ça, signer une page blanche et laisser Dieu écrire dessus? Oui. Ouais. Sans problème. Ouais. Oui. Bon, vous avez la foi, en fait. Qu'est-ce que vous nous racontez, j'ai rajouté dans ma tête, ouais. Dieu où est la liberté des hommes. Ouais. C'est la même chose? Oui, c'est pas incompatible. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de votre vie, à part un bon succès pour ce livre? Ça, c'est pour le court terme. Mais si on se projette à moyen et long terme dans votre vie, Dominique, je vous souhaite quoi? Ne pas trop rater mes relations affectives et familiales, c'est quand même l'essentiel, la question carrément. de l'amour. Toujours la question de l'amour. Et ensuite de ça, peut-être d'arriver à ce que j'essaie de frayer depuis 30 à 40 ans, qui est quand même une obsession sur la paix, la guerre et le rôle de la communication, passe derrière. Moi, je vous dis, j'ai 3 questions qui me mordent. L'écologie, le problème sera réglé un jour. La communication, c'est pas réglé du tout. Oui. Et la 3e question, parce que je suis fondamentalement un anthropologue, sera que les hommes se mettent enfin à réfléchir sur la folie de l'urbain, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on ne se comprend pas dans la communication mondiale, mais en plus on s'entasse à 70 à 80% dans des villes, et on est en train de détruire tous les cadres anthropologiques du rapport à la nature, à la terre, voilà. Alors donc, ça, on va faire une autre émission là-dessus. Oui, et c'est pas moi qui ferai ces théories-là, parce qu'une vie, ça s'arrête, mais si au moins, disons, on disait, tiens, Volton, il a fait une théorie de la communication qui permet de revaloriser l'enjeu politique de la communication, de la cohabitation, de la négociation. Si ce message passait, alors parce que c'est un message de paix, puis parce que c'est un message de connaissance aussi. Merci beaucoup, Dominique Volton, d'être venu dans Merci. VIP sur KTO. Merci. Vous m'avez drôlement... Quoi? Pas mal, très bien même. Très bien secoué. Secoué? Merci. Merci, secoué, Dominique. mais je dis secoué, c'est le datif. Merci. Merci, au revoir.